Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va s'intéresser à la VAE du diplôme d'état d'éducateur spécialisé et notamment au nouveau référentiel. Alors vous êtes beaucoup à vous poser la question de savoir ce qui va changer au niveau du nouveau référentiel et de savoir également s'il est préférable d'initier la démarche de VAE maintenant ou patienter et la passer sur le nouveau référentiel. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est déjà de faire une comparaison des deux référentiels. J'ai mis du temps à préparer cette vidéo, pour tout dire, j'ai pris une bonne journée, le temps de lire l'ancien référentiel, le nouveau, de comprendre également les évolutions, et il y en a très clairement, de comprendre également les changements, de les mesurer pour ensuite décider d'initier une démarche maintenant ou de la reporter. Et je vous présenterai également les impacts sur la VAE et mes conseils par rapport à ce nouveau référentiel. La vidéo va être un petit peu longue parce que j'entre vraiment dans le détail des décès, des modifications et de tout ce qui va venir en complément de ce nouveau référentiel. Les données, je les ai prises sur le ministère des Solidarités et de la Santé. Donc si vous voulez retrouver les éléments, rendez-vous là-dessus, vous avez le nouveau référentiel. Ce qu'il faut bien comprendre pour les personnes qui sont en démarche de VAE, DES, je vais entrer dans le sujet du référentiel actuel, donc vous pouvez tout à fait prendre des notes puisque ça vous servira à développer votre livret 2 si vous êtes actuellement en cours d'écriture pour la VAE. Et pour les personnes qui vont s'engager dans le nouveau référentiel, même chose. Je vais rentrer dans le détail du décès et de chaque décès pour le nouveau référentiel, donc prenez des notes parce que vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vaut parfois bien un accompagnement. Donc on démarre tout de suite par la réforme sur les métiers du domaine social et donc la réforme sur le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Donc c'est un arrêté du 22 août 2018 qui modifie le référentiel de formation, le référentiel des activités et forcément le référentiel pour la VAE du métier d'éducateur spécialisé. L'incidence de cette réforme, c'est que ce diplôme a une exigence et des exigences qui vont être remodelées avec une reconnaissance Bac+3 pour les diplômés de 2021. Donc les personnes qui sont entrées en formation avant ne bénéficieront pas du Bac+3 et de cette réforme. Et les personnes qui sont entrées en formation en 2018, quant à elles vont pouvoir bénéficier de cette réforme. Ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi on a fait cette réforme et pourquoi on a engagé une réforme sur les métiers du domaine social. L'idée, c'était de constituer déjà un socle commun pour les métiers d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants et d'ASS, post-réforme sur le bloc 3 et 4, ce qui veut dire que pour les personnes, par exemple, qui seraient éducateurs de jeunes enfants sur le nouveau référentiel et qui souhaiteraient ensuite évoluer vers un métier d'éducateur spécialisé, auraient deux dispenses sur le bloc 3 et 4 et donc une dispense dans le livret 2, dans la rédaction, sur ces deux décès. Ce qui veut dire moins de travail de rédaction et moins de compétences à développer et à prouver pour le jury. La deuxième nouveauté, c'est la pratique d'une langue étrangère obligatoire. Là où avant, on ne le demandait pas, aujourd'hui, c'est une compétence qui est exigée. Et là, c'est bien une nouveauté puisqu'on était sur quelque chose de facultatif sur l'ancien diplôme. Et puis, on a vu arriver également un module transverse. Alors, il y avait des compétences transverses à développer dans l'ancien référentiel, mais là, on est vraiment sur 5 thèmes très concrets qui rendent ce diplôme à caractère académique et qui vont vous demander plus de recherche, plus de contenu, le fait de prendre plus de recul aussi sur votre expérience pour la conceptualiser, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le module transverse comporte 5 thèmes. Vous avez d'une part les étapes de la démarche de recherche, c'est-à-dire que vous allez questionner votre expérience, vous allez émettre une problématique, une hypothèse de recherche sur un problème que vous avez peut-être rencontré avec une personne que vous suivez, que vous accompagnez, qui pose un problème plus global et plus général. Vous allez ensuite mener des enquêtes de terrain et des techniques de recueil de données. Ça peut être des entretiens que vous avez menés dans le cadre d'un suivi avec je ne sais pas moi, un enfant ou un adolescent que vous suivez ou avec une équipe pluridisciplinaire avec laquelle vous travaillez, vos observations, si vous avez émis également un questionnaire, etc. Ça va faire partie
peut-être des annexes que vous pourrez ensuite mettre dans votre livret 2. On vous demande également d'obtenir des techniques de recherche bibliographique, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un bac plus 3, donc à caractère académique, équivalent d'une licence, et donc on attend de vous que vous ayez cette appétence et cette culture littéraire à aller chercher et à aller provoquer et confronter votre expérience à la littérature et à ce qui a été dit, ce qui a été développé dans la littérature française ou ailleurs, d'accord. L'analyse des situations en s'appuyant sur un cadre théorique et des concepts et une réflexivité sur la démarche de recherche et auto-analyse de sa pratique. C'est-à-dire que vous allez être en capacité de présenter votre expérience et en plus de prendre du recul par rapport à cette expérience pour l'analyser, la théoriser et la conceptualiser. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans un diplôme où on présente son expérience avec quelques références par-ci par-là qu'on est allé chercher. On est vraiment sur un diplôme à caractère académique qui nécessite un style d'écriture approfondi, une analyse, un recul, qui nécessite d'émettre une théorie pour ensuite apporter un élément de réponse. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément raison, mais ça veut dire que vous proposez en tout cas une solution à un problème que vous avez identifié. Sur les 4 décès, voici ce que je voulais également vous présenter. Ici, c'est de façon synthétique. Après, on va rentrer dans le détail de chaque décès et je vais vous expliquer ce qu'on attend de vous pour chaque décès. Donc sur l'ancien référentiel, on était sur un accompagnement social et éducatif spécialisé pour le DC1. Vous voyez qu'on garde grosso modo la même chose, bien que ce soit beaucoup plus développé, on est sur la relation éducative spécialisée, donc la nécessité de qualifier et d'expliquer ce qu'est une relation éducative et ce qu'elle comporte dans votre travail au quotidien. Le DC2 s'intéresse à la conception et la conduite de projets éducatifs spécialisés. On est également sur le nouveau référentiel sur quasiment la même chose. Le DC3 était sur la communication professionnelle. Là, vous le voyez, on est sur le travail en équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Et la communication professionnelle, on reste grosso modo sur le même axe. Et le DC4, partenariat, implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles, on est sur la même chose. Par contre, vous allez le voir, on démarre maintenant avec le DC1. Ce qu'on attend de vous est beaucoup plus précis, beaucoup plus développé, et c'est en ce sens que vous devez vraiment être vigilant sur l'attendu dans le nouveau référentiel. Sur la partie DC1, il y avait grosso modo 5 parties qui étaient d'instaurer une relation avec l'usager ou avec la famille de la personne que vous suivez, que vous accompagnez. Donc ça nécessite de comprendre la commande sociale qu'on vous envoie, la situation de la personne ou du groupe, si vous êtes en charge d'un groupe, d'avoir une écoute active, de créer du lien, d'observer les comportements des usagers, etc., etc. Donc certains savoir-faire et certains savoir-être. De l'autre côté, au niveau du nouveau référentiel, on est toujours sur un accueil de la personne, dans le respect de sa singularité et dans une démarche éthique. Donc vous voyez qu'ici, on a une première notion à développer qui est la démarche éthique. Le fait d'identifier, de construire, d'adapter un cadre favorisant un accueil de la personne dans sa singularité, d'observer, d'écouter, de recueillir des informations, etc., etc. Le fait tout simplement de qualifier l'état de la personne pour ensuite proposer un projet éducatif en lien avec le besoin de cette personne tout en conservant évidemment son autonomie. Le deuxième volet, c'était de favoriser la construction de l'identité et le développement des capacités de la personne, de l'usager que vous suivez. Ça implique de repérer, donc il y a une phase de diagnostic qui est de repérer et de mobiliser les potentialités de la personne, les déficiences, l'incapacité et les handicaps, mettre en œuvre des actions adaptées avec toute une notion de droit à développer, là-dessus des références et un cadre légal également à apporter, adopter une posture éthique, ça on l'avait vu dans la première partie, et puis aider les personnes à se positionner. De l'autre côté, on est sur l'instauration d'une relation éducative. Donc là-dessus, on crée du lien, on découvre la personne, on se décentre et on prend de la distance par rapport à cette personne, on adapte sa posture et on questionne son positionnement dans la relation. Est-ce que vous voyez déjà une différence entre les deux ? Questionner son positionnement dans la relation, on vous indique que vous devez prendre du recul, là où en face, on vous demandait simplement, si j'ose dire, d'adopter une posture éthique. On n'est plus du tout dans le même domaine. C'est-à-dire que là, on vous demande d'expliquer comment vous favorisez la construction de l'identité et le développement des capacités dans le référentiel actuel. Là, on vous demande déjà de questionner votre posture et de vous demander pourquoi aujourd'hui vous fonctionnez comme vous fonctionnez. Donc, il y a déjà un niveau de réflexion qui est différent. On continue.
Le troisième volet, c'était d'assurer une fonction de repère et d'étayage dans une démarche éthique. Vous le voyez, en 5e ligne, côté nouveau référentiel, on a également cette fonction d'étayage et de repère dans une dimension éthique, avec le fait de donner du sens à ces actions, de les expliquer, de reconnaître la personne comme acteur de la relation, de favoriser son autonomie, d'avoir une démarche d'accompagnement et de coopération, etc., etc. Mais on est vraiment là dans quelque chose de similaire. On vous demande également, dans le nouveau référentiel, d'identifier et d'analyser les besoins, les attentes et les ressources de la personne du groupe. Déjà, il faut qualifier. Donc là, vous voyez qu'il y a la notion de besoin, d'attente, de ressources du groupe. Tout ça, vous devez le contextualiser, donc expliquer et présenter une situation pour ensuite la développer, comprendre dans la globalité et dans la dynamique du groupe, si vous gérez un groupe, la place de chaque individu dans ce groupe, et c'est à ce titre-là que vous émettrez ensuite un diagnostic. 4e volet, organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective. Donc là, on cherche à comprendre une situation, à exploiter une relation d'échange, à affiner ses objectifs de travail, instaurer une coopération avec la famille. Donc là, on est toujours dans la création de liens et la communication. Limite, ça aurait sa place également dans le 3e volet, le 3e décès, pardon. Et concevoir et mener des activités de groupe. En face, on vous demande dans le nouveau référentiel de développer une compréhension de la situation de la personne. Donc là, ça nécessite une phase de diagnostic, donc d'expliquer comment vous effectuez ce diagnostic, comment vous identifiez les ressources, les besoins et les attentes de la personne, et comment, dans tout ça, vous construisez ensuite l'accompagnement éducatif. Comment vous l'évaluez pour ensuite corriger également vos actions et mettre en place un plan d'action. Ensuite, on vous parle d'animation de la vie quotidienne dans le DC1 actuel. Bon, là, on est clairement sur le fait d'animer un groupe, de proposer peut-être des activités, d'accompagner également dans la vie quotidienne les individus ou le groupe que vous suivez, de l'intégrer au sein d'un collectif, de gérer les conflits. La gestion de conflits, je pense que ça a une place assez importante, quel que soit le ancien référentiel ou le nouveau référentiel, c'est un point qu'il est très intéressant de développer parce que naturellement, quand vous êtes éducateur, vous êtes amené à gérer du conflit. Donc ça, c'est pour le DC1. Et pour la partie référentiel actuel, c'est terminé, mais vous le voyez, pour la partie nouveau référentiel, ça continue et il y a encore plus de choses à développer. On vous demande d'accompagner, on vous demande de développer la compétence de l'accompagnement de la personne dans la compréhension et l'appropriation du cadre des règles. Donc, ça implique de définir la notion de règles dans la vie collective, de poser un cadre d'intervention, d'assurer une fonction de repère et d'étayage, etc. De contribuer au développement et au maintien de l'autonomie de la personne. Donc là-dessus, comment vous faites ? Quel process vous respectez par rapport à ça ? D'accompagner à l'exercice de la citoyenneté, donc favoriser les situations d'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en charge d'un adolescent que vous cherchez à rescolariser s'il a été déscolarisé ? Est-ce que vous avez un lien avec une équipe dans un système scolaire ? Ça peut être un lycée, etc. Comment vous fonctionnez ? Ça peut être intéressant de le développer. Comment vous organisez vos actions par rapport à ça pour redonner une place de la personne que vous suivez dans la société et qu'elle ne soit pas en décrochage ? Même chose si c'est une personne handicapée, comment on fait pour l'insérer dans la société ? Et la participation et la mobilisation des personnes, donc là ça implique de rechercher, de soutenir l'action des personnes, de favoriser leur expression, de favoriser les interactions dans un groupe, de gérer en fait l'aspect communication. Voilà pour le DC1. Vous le voyez, c'est assez complet. On va passer en revue maintenant le DC2, puis le DC3, puis le DC4. Je vous le disais, la vidéo va être un peu longue, donc vraiment, prenez le temps de la regarder. Si vous n'avez pas le temps, mettez sur pause et revenez-y plus tard parce que il y a vraiment beaucoup d'informations à comprendre et à saisir pour ensuite développer les bonnes choses et répondre aux attentes du jury. Le DC2. Donc, on est sur la conception et la conduite du projet éducatif spécialisé d'un côté et la relation éducative spécialisée de l'autre. Vous voyez qu'en soi, il n'y a pas de gros changements. Néanmoins, et vous le verrez, le nouveau référentiel est forcément beaucoup plus développé. Donc, sur le référentiel actuel, on a la participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif, là où en face, on va associer la personne au suivi des actions mises en place tout au long de son parcours. Dans les deux cas, il y a la notion de projet éducatif. L'idée, c'est simplement d'expliquer comment vous effectuez les constats et comment ensuite vous mettez en place ce projet éducatif et quelle place vous donnez à la personne qui est accompagnée, quelle autonomie elle a, et comment vous évaluez cette autonomie. Ensuite,
on est sur la participation à la mise en œuvre d'un projet éducatif. Ça raccroche l'idée numéro 1, en fait. Ces deux-là sont une seule et même compétence qui est liée. Et en face, on a le fait de créer les conditions de la participation de la personne dans les différentes étapes de l'accompagnement éducatif. La même chose, on est sur le projet éducatif en tant que tel, donc nécessité de le qualifier, de le développer et d'expliquer comment vous fonctionnez. Ici, il y aura forcément une matière où vous devrez référencer cette partie projet éducatif avec des références théoriques, des références littéraires, etc., etc. La conception du projet éducatif, le fait d'établir un diagnostic socio-éducatif. Comment vous le faites? Comment vous procédez à la synthèse des approches pluriprofessionnelles, vs comment vous observez, analysez et rendez compte des situations éducatives dans le nouveau référentiel. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de similaire. Concevoir un projet éducatif, établir un diagnostic socio-éducatif partagé, évaluer le projet éducatif d'un côté et puis co-construire avec la personne ou son représentant un projet d'accompagnement à partir d'une analyse partagée. Ça, c'est pour le DC2 actuel. Vous voyez que le DC2 sur le nouveau référentiel continue et là encore, eh bien, on vous met plus de choses à développer. Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui, beaucoup plus de notions à développer dans le nouveau référentiel. Donc, on vous demande de concevoir un projet socio-éducatif, donc comment vous le faites, comment vous identifiez le cadre de votre mission et comment vous participez aussi à l'élaboration de ce projet socio-éducatif en équipe, puisque vous êtes peut-être un maillon de cette équipe et de ce projet éducatif, mais il y a sans doute, et c'est souvent le cas d'ailleurs, plusieurs intervenants. Comment vous faites? Comment vous mettez en place ensuite l'animation au quotidien? Ça, on l'a vu. Mettre en œuvre également une intervention socio-éducative individuelle ou collective. Donc là, je vous laisserai prendre connaissance vraiment de tout le détail que je vous ai mis. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre des notes. Mettre en œuvre le suivi du projet socio-éducatif et évaluer les effets des actions menées. Donc là, on est dans la construction des espaces d'échange et de coopération, le fait de participer à des instances d'échange et de coopération, des réunions. Ça, il faut vraiment le mettre. C'est un volet très important du DC2. Comment vous créez des outils d'évaluation dans un cadre collectif, comment vous analysez également la prestation des différents acteurs intervenant dans le projet, et comment ensuite vous procédez à un réajustement des actions menées pour intégrer justement l'évaluation d'une démarche globale de projet. Et puis, le dernier point qui sera nécessaire de développer dans le nouveau référentiel, c'est de réajuster ces pratiques dans le cadre du projet socio-éducatif. On passe au DC3. Ne vous inquiétez pas, on en voit bientôt le bout, encore 2 DC. Et ensuite, on ira sur une synthèse globale pour clarifier les choses et savoir ce qu'il faut en retenir. Et puis, je vous donnerai ensuite mes recommandations et mes conseils sur le fait de savoir s'il faut patienter ou démarrer tout de suite une VAE. Donc, on continue. La communication professionnelle. D'un côté, juste la communication professionnelle, mais qui intègre l'équipe pluriprofessionnelle, forcément, et de l'autre, on est sur un travail en équipe pluriprofessionnelle et une communication professionnelle. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on attend de vous, c'est de développer 4 notions d'un côté. Il y aura plus de notions forcément dans le nouveau référentiel, mais retenez vraiment ça parce qu'on est sur les mêmes thèmes. Le fait de travailler en équipe pluriprofessionnelle, comment vous coopérez, comment vous organisez en fait votre communication pour favoriser ce travail collectif et échanger par rapport à un projet éducatif ou par rapport à un adolescent ou à un enfant que vous suivez. Comment vous élaborez et vous gérez et vous transmettez l'information. Est-ce que vous faites des réunions? Est-ce que vous faites des points hebdo? Est-ce que vous faites des points téléphonés? Est-ce que vous vous envoyez des mails de synthèse suite à une réunion? Comment vraiment vous fonctionnez et comment vous utilisez les nouvelles technologies? Puisque ça, c'est aussi un volet qui est important dans le nouveau référentiel. Il y a un aspect coordination, comment vous élaborez et vous partagez une information adaptée aux différents interlocuteurs et comment vous assurez en équipe la cohérence de l'action socio-éducative. Quand on travaille à plusieurs avec une même personne, l'idée c'est que toutes les actions collectives fonctionnent bien et aillent bien dans le même sens et qu'à ce titre-là, le projet éducatif derrière fonctionne. Donc là-dessus, comment vous faites en sorte de coordonner
votre activité collective. Dans le nouveau référentiel, on est vraiment sur à peu près les mêmes données. Le fait de s'inscrire dans un travail d'équipe, dans une dynamique institutionnelle. Donc là, il y a quand même une notion un peu plus importante que ce qui était donné dans le DC3 actuel. De toute façon, ça renvoie également au DC4, où là, on est dans les partenariats, dans la dynamique institutionnelle, etc. Assurer en équipe la cohérence de l'action sociale socio-éducative, présenter un projet socio-éducatif, élaborer, gérer et transmettre de l'information dans un cadre éthique. Vous voyez que la notion d'éthique revient beaucoup, donc il y a nécessité de la développer et de la qualifier. Rédiger des écrits professionnels. Et puis, la suite, appréhender et mobiliser l'environnement numérique. Ça, je vous l'ai dit, la part du numérique dans le nouveau référentiel est un peu plus présente que dans l'ancien, même si elle était déjà présente. Donc, ça nécessite de développer vraiment l'utilisation des outils bureautiques et numériques, comment vous les utilisez, comment vous faites en sorte qu'ils vous facilitent la vie au quotidien, votre vie professionnelle, et comment vous communiquez et vous facilitez également la communication avec ces outils-là. Et puis, représenter le service, l'établissement, l'institution, se situer dans un service, un établissement, une institution. Ça, cette partie-là, en fait, elle est vraiment, pour vous la situer dans le livret 2, c'est la partie où vous allez présenter votre environnement, les financements, le statut, si vous êtes dans un milieu associatif ou pas, comment vous fonctionnez, est-ce qu'il y a un comité de direction qui organise tout ça, est-ce que vous dépendez d'un siège, est-ce que vous êtes plusieurs établissements en région, comment vous êtes positionné. On est vraiment sur la présentation, le début en fait du livret, où vous allez devoir placer votre environnement de travail dans toute cette institution et présenter également le milieu de la protection sociale. On en arrive au DC4. Alors, le DC4, il est sur l'implication dans les dynamiques partenariales, donc la notion de partenariat institutionnel et inter-institutionnel. On est à peu près sur un équivalent dans le DC4, dans le nouveau référentiel. Donc, il va y avoir grosso modo 5 thèmes d'un côté, 6 thèmes de l'autre. Dans le référentiel actuel, on va voir l'implication dans les dynamiques institutionnelles, le fait d'établir une relation professionnelle avec les partenaires, donc de présenter son service, d'accueillir, d'adapter son mode de communication aux partenaires pour ensuite tisser un partenariat. Comment en fait vous négociez, comment vous vendez aussi votre structure pour aller chercher un partenariat et obtenir une aide extérieure. Ça peut être sur plein de domaines, des activités sportives, des activités culturelles, etc., etc. Ensuite, vous allez situer votre action dans le cadre des missions de l'institution et de votre projet. Donc le fait, je le disais, de négocier, d'obtenir des choses. Et comment, aujourd'hui, vous établissez une veille professionnelle. Ça renvoie à une appétence et à un intérêt pour votre environnement. Comment vous vous tenez au courant des évolutions des problèmes sociaux, des évolutions du cadre légal, de nouveaux décrets qui viendraient impacter votre travail et votre cadre de travail. Donc tout ça, c'est important de montrer que vous êtes intéressé et que vous suivez cette actualité de près. Dans le nouveau référentiel, on sera à peu près sur la même chose, le fait de mobiliser les acteurs nécessaires à la mise en œuvre du projet socio-éducatif, de construire et d'entretenir une relation partenariale, de s'informer et de se former pour faire évoluer ces pratiques, c'est très très important. Et c'est là où on va retrouver le fait d'aller rechercher et partager l'information, y compris en langue étrangère. Alors, je vous donne une astuce parce que cette notion-là, elle peut faire peur parce que en tant qu'éducateur, on n'a pas forcément recours à une langue étrangère. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là pour pallier à cette nouvelle modalité et cette nouvelle compétence, c'est simplement de dire que, par exemple, vous ne lisez pas que des livres en français, vous allez lire également des livres en anglais, en espagnol, que sais-je, et vous effectuez une traduction pour ensuite faire évoluer vos pratiques au-delà des frontières. Peut-être vous écoutez également des conférences sur YouTube sur certains sujets pour faire évoluer vos pratiques, pour aller chercher ce qui se fait à l'étranger, le proposer en France et l'adapter au modèle français. Ça peut être un élément qui fait que vous développez la capacité à traduire et donc à utiliser une langue étrangère, pas forcément dans votre métier, mais en tout cas vous l'utilisez en termes de veille professionnelle. On continue avec le DC4 actuel, donc
la partie travail en partenariat et en réseau, où vous allez développer les activités en partenariat, identifier les partenaires, etc., et développer et transférer ses connaissances professionnelles. Là-dessus, prenez 2 secondes pour regarder ce thème-là. On est dans la conceptualisation des pratiques professionnelles, s'auto-évaluer, appliquer les méthodologies de recherche, assurer une fonction de tutorat pour la formation, etc., etc. La notion de valeur également y est très importante. Dans le nouveau référentiel, on est sur la contribution à la réflexion, la formalisation et l'utilisation d'outils d'évaluation, de développer et de partager ses connaissances professionnelles, donc là on est dans le collectif, et de rendre compte de l'expérience de terrain et d'aider à l'évaluation des dispositifs de politique publique et au respect des droits fondamentaux. Là, on est dans la partie je suis expert, au quotidien, je suis amené à être éducateur et je suis confronté à certaines choses, mais en même temps, j'ai un recul et je propose des évolutions par rapport à ce que je vois pour aller dans quelque chose de meilleur, en fait. Le fait d'avoir en continuité un processus d'amélioration fait que vous êtes intéressé et qu'à ce titre-là, non seulement vous êtes un expert, mais vous allez au-delà de votre poste. Maintenant qu'on a terminé ces 4 décès, donnez-moi vos impressions. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ma lecture d'accompagnatrice, puisque c'est un diplôme que je connais, que j'ai accompagné dans le référentiel actuel, que j'accompagnerai demain dans le référentiel, dans le futur référentiel. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est un référentiel qui est davantage détaillé. Alors, c'est une bonne chose. On affine un peu plus les attendus et donc vous savez ce qu'on attend de vous. Pour autant, on a des compétences attendues qui sont beaucoup plus précises, donc un savoir-faire et un savoir-être à développer qui va être également plus précis dans le choix de vos expériences. On a une exigence sur le contenu présenté et une méthodologie approfondie, et là-dessus j'insiste, on est sur un diplôme à caractère académique. Ça veut dire qu'on n'est plus sur un bac+2, on n'est plus sur de la rédaction d'expérience ou du développement d'expérience, on est sur ce développement, mais en plus on a une capacité d'analyse, de théorie, de conceptualisation, c'est-à-dire de poser des questions, d'aller confronter son expérience à ce que dit la littérature, et là-dessus, c'est une sacrée évolution pour le diplôme. Faut-il attendre ou se lancer dans une démarche de VAE ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse et que chacun va y trouver son compte. Moi, ce que j'ai souhaité faire ici, c'est de vous donner les pour et les contre pour se lancer maintenant ou pour attendre, et ce sera à vous de décider. Si vous souhaitez vous lancer maintenant, c'est peut-être le moment opportun parce que vous allez être sur l'ancien référentiel avec une exigence sur l'analyse d'un bac+2 et pas d'un diplôme à caractère académique. Les attentes du jury sont connues puisque on est sur un référentiel qui quand même est en place, je crois, depuis 2005, si je dis pas de bêtises. Donc, on sait ce que le jury attend. Pas de langue vivante obligatoire, donc on n'avait pas cette compétence à développer, et il n'y a pas l'aspect module transverse avec l'analyse, la recherche, etc. Qu'on attend dans le nouveau référentiel. Si vous souhaitez attendre, c'est aussi une bonne façon de voir les choses, puisque pour rendre le livret 2 actuel, vous avez une durée limitée, et donc vous avez un peu de stress par rapport à ça, puisqu'il faut faire vite, donc ça peut dégrader la qualité de votre écrit. En cas de validation partielle, vous devez tout recommencer. Il n'y a pas moyen de garder les décès que vous avez validés puisqu'on est sur un nouveau diplôme. Donc il faudra refaire un livret 1, puis un livret 2, puis repasser devant le jury. Le bac+3, et on en parle beaucoup, sera amené à très certainement une revalorisation salariale attendue au niveau des conventions. Donc c'est quelque chose qui est en négociation, mais nécessairement lorsqu'on revalorise un diplôme, derrière on revalorise les grilles salariales. Donc ça peut être stratégique pour vous d'attendre. Et puis, il y a la fameuse dispense sur les DC3 et 4 post-réforme en cas de changement de métier qui peut être intéressante parce que ça vous dispense toujours de ça et ça fait un livret, malgré tout, qui est beaucoup plus allégé. Je vous donne un exemple ici à droite du calendrier de l'Académie de Lyon où si vous demandez une VAE sur l'ancien référentiel, vous devez déposer donc votre livret 1 au 30 septembre et votre livret 2 au 15 janvier. Donc vous voyez que c'est faisable, mais il faut quand même le faire en moins de 6 mois, donc c'est assez rapide. Et dans ces cas-là, il faut vraiment dégager du temps par rapport à ça. Mon avis, si vous le souhaitez, moi je vous conseille d'attendre le nouveau référentiel, le nouveau livret 2, qui sortira à partir d'octobre 2020 pour la partie livret 1,
et on pourra ensuite déposer le livret 2 au plus tôt le 15 septembre 2021. Alors oui, ça fait loin certes, mais rien ne vous empêche de démarrer aujourd'hui. La question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est si le livret 2 va garder la même forme que le livret 2 actuel, ou si on sera plus sur un livret à caractère académique, ou comme une licence, vous n'avez pas de partie à remplir, ça sera simplement le développement de votre expérience sous forme, entre guillemets, pas de mémoire, mais ça s'apparente, c'est-à-dire vous construisez de A à Z votre plan, la présentation de votre expérience, etc. Attention, si vous souhaitez être accompagné, attention au niveau de votre accompagnateur. Certains accompagnateurs ne vont que jusqu'au Bac+2 et ont cette méthodologie du Bac+2. Là, on est sur un diplôme académique, donc il faut aller chercher un accompagnateur qui fait du Bac+3, voire qui a l'habitude même d'accompagner des niveaux master, parce que sans quoi, la qualité, la méthodologie qu'il va vous donner ne sera pas en phase avec l'attendu du Bac+3, du diplôme d'éducateur spécialisé, et vous allez malheureusement échouer. Donc soyez attentifs là-dessus. Vous avez, si vous le souhaitez, des vidéos d'accompagnement complémentaires dans la description à télécharger pour les personnes qui sont en cours de rédaction du livret 2. Et puis, vous avez également mes programmes d'accompagnement disponibles pour répondre aux exigences actuelles et futures. J'accompagne des personnes du CAP jusqu'au master. Donc, j'ai la méthodologie, si vous le souhaitez, pour vous accompagner sur le nouveau référentiel. Et pour les personnes qui sont en route et en chemin vers la validation du diplôme d'éducateur spécialisé, je vous le dis, vidéo complémentaire privée à télécharger dans la description. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Prenez le temps, revisionnez-la. Si vous avez des questions, vous avez également mon mail dans la description, donc vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider, de vous aiguiller dans cette réforme du diplôme. Je vous souhaite en tout cas une très belle démarche et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.